Donc maintenant, l'ordinateur, de l'informatique centralisée à l'ordinateur personnel et à l'Internet, hein, c'est le titre de ce slide. Bon, avant de revenir sur cette grande rupture des années 70, hein, dont je vous ai parlé de façon beaucoup plus globale dans le slide précédent, mais là en rentrant dans l'informatique et dans l'Internet, hein, dans tout ce que vont être les technologies de l'information, quelques mots sur la préhistoire, mais maintenant je vais vous mettre beaucoup de références à Wikipédia, hein, qui sont des références qui vont vous permettre pour tout ce qui est factuel de récupérer beaucoup de choses, hein. Bon, Wikipédia, vous y avez tous accès. Bon, il y a des articles plus ou moins bien faits, mais en général, ça vous donne quand même beaucoup d'éléments utiles. Alors, bon, la première chose, mais ça, vous regarderez vraiment sur Wikipédia, c'est l'idée que l'ordinateur est une des technologies issues de la Deuxième Guerre mondiale, hein. Il y en a d'autres, il y a l'atome, bien évidemment, même si ça avait commencé avant. Mais enfin, la bombe atomique change quand même beaucoup de choses. Il y a tout ce qui vont être les radars. Il y a toute une série donc de technologies liées à l'électronique qui se développent, mais l'informatique en est une de ces technologies. Alors il y a, pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'origine des choses, à la préhistoire, si on peut dire, de l'ordinateur, il y a plusieurs personnes importantes, hein. Il y a Turing, que je vous ai cité ici, von Neumann aussi. Il y a enfin, je ne l'ai pas mis là, Weiner, qui sur la cybernétique va jouer aussi un rôle important, qui va jouer un rôle de passeur, si on peut dire, entre ce qui vient des technologies et de l'état d'esprit assez particulier des chercheurs et du complexe militaro-académico-industriel de la Deuxième Guerre mondiale, chose que je ne vous ai pas encore dit, mais que je vous dis en deux mots maintenant. Les États-Unis étaient tellement en retard par rapport à l'Allemagne qu'ils ont vraiment donné le pouvoir aux académiques pour lancer la machine militaire et surtout scientifique et militaire, hein, ce qui va donner le programme Alamo pour la bombe atomique. Mais il n'y a pas que ça qui est mis en route, il y en a beaucoup, et c'est les scientifiques qui dominent, hein. Bon, ça c'est assez unique. Bon, et un de ces scientifiques, Weiner, va être important pour la définition même du concept de cybernétique. Là aussi, c'est pas, je vous ai pas donné les liens sur Wikipédia, mais vous les retrouverez facilement. Bon. À partir de là, l'ordinateur devient l'outil des militaires, hein. Comme je vous dis, gérer les bombardiers stratégiques US, réfléchir aussi aux coups balistiques, hein. Toute la science de la balistique va utiliser l'ordinateur massivement. Et puis à partir des militaires, les banques et les grandes entreprises vont utiliser l'informatique, mais comme outil extrêmement centralisé, hein. Quand vous êtes dans une banque, votre problème, c'est évidemment de diminuer les coûts de saisie, hein, qui sont absolument considérables, mais le faire en étant sûr que si un client récupère de l'argent dans une succursale A, il ne puisse pas se précipiter dans la succursale B pour retirer à nouveau de l'argent. Donc il faut être certain que dès qu'il va retirer de l'argent dans la succursale A, les ordinateurs centraux de la banque vont être mis à jour pour être sûr que s'il se pointe à la succursale B, ben, le banquier, le guichetier lui dit « Mais monsieur, vous avez déjà récupéré votre compte, vous n'avez plus rien sur la banque. » Bon. Donc ce genre de choses qui vont de soi pour les banques vont aussi se poser pour les grandes entreprises. Et donc l'ordinateur est vraiment une machine énorme, hein, et on approvisionne cette machine avec des cartes perforées, ce que je vous disais rapidement dans le slide précédent à propos de la révolte anti-bureaucratique nord-américaine des années 60, hein, en particulier celle de Berkeley. C'est contre ça qu'ils se révoltent. Bon, et c'est donc des machines de grosse en taille et qui fonctionnent pour les structures, hein. C'est-à-dire que l'ordinateur, c'est des techniciens, des gens qui ne travaillent que dans ce domaine-là, dans un monde qui est totalement étranger au commun des mortels, qui ne sait absolument pas comment ça fonctionne. Donc on est dans un monde tout à fait à part et dans une technologie qui est faite pour la grande entreprise ou l'armée, avec l'idée derrière que même quand il y a un réseau qui se crée, puisque dans le monde bancaire dont je vous ai parlé là, mais c'est vrai aussi pour les militaires, mais pour les banques c'était le plus parlant, hein, bon, il y a des ordinateurs centraux qui sont dans un endroit, et puis autour de ça, une espèce de toile d'araignée qui va se créer de terminaux dédiés, hein, bon, qui vont être reliés par fil à cet ordinateur central, mais le contrôle est en haut, le contrôle est dans l'ordinateur central, et on a des formules, par exemple, il y a un bouquin de Lusato en France qui se vendait bien à l'époque, qui était la pieuvre informatique. L'idée, c'est qu'on allait devoir centraliser de plus en plus les ordinateurs et qu'on allait avoir des ordinateurs qui vont être des supercalculateurs géants et puis des terminaux morts, d'une certaine façon, qui seront aux ordres de supercalculateurs géants. C'est comme ça qu'est pensée l'informatique. Le Minitel, d'une certaine façon, va être cela, hein. Le Minitel, c'est l'ordinateur dont le pouvoir n'est pas dans le terminal, qui n'est qu'un clavier, un écran, hein, mais qui est au bout du terminal, là où sont les grands calculateurs. Bon. Donc on a cette vision-là de l'informatique qui s'impose dès les années 50, hein, bon, et qui, alors sur le plan technologique, ça je vous le dis rapidement pour ceux qui s'intéressent, bon, c'est l'algèbre booléenne que vous devez avoir vu dans d'autres cours, et puis sur le plan purement matériel au sens physique du terme, on passe des ordinateurs aux lampes, aux ordinateurs à transistors dès les années 50.
Et puis plus tard, mais ça je vais vous y revenir juste après vous avoir parlé 2 minutes du téléphone, au microprocesseur. Bon, alors si je vous parle juste après, ça peut vous paraître bizarre du téléphone, c'est qu'en fait l'informatique va s'appuyer sur le réseau téléphonique pour faire fonctionner l'Internet. Hein. Bon, il y a eu au tout début, et ça c'est la version euh, ordinateur très centralisé, des liaisons louées, c'est le terme français technique, ou des liaisons spécialisées qui étaient en fait des lignes fixes qui reliaient l'ordinateur central au terminal, par exemple bancaire, hein, pour rester sur cette analogie avec le monde de la banque. Bon, mais quand l'Internet va se créer, lui, il va utiliser une toute autre technique, hein, c'est de l'informatique distribuée, totalement décentralisée, et il va s'appuyer sur le réseau téléphonique. Donc le fait de connaître le réseau téléphonique n'est pas secondaire. Bon, là je vous rappelle les grandes dates, et je vous renvoie à l'article de Wikipédia. Vous avez beaucoup de choses dans Wikipédia si ça vous intéresse, on pourra y revenir. Hein. J'ai simplement voulu le noter ici, mais j'y reviendrai plus dans le reste du cours. Et puis maintenant, et ça va être ma conclusion, mais là aussi vous avez beaucoup de sources que vous pouvez consulter directement en ligne, il y a la grande rupture des années 60-70. Alors qui est pour partie une rupture technique, mais c'est pas le plus important, qui sont les circuits intégrés et les microprocesseurs. Bon, c'est pour beaucoup une rupture d'interface, mais la rupture d'interface ne se comprend que parce que ceux qui vont être les acteurs de cette rupture, Engelbart en est une des figures centrales, il n'y a pas que lui, mais c'est de lui dont je parle. Alors là, l'article n'est qu'en anglais, hein, puisque la traduction française n'est pas encore bien faite sur Wikipédia, mais enfin, c'est facile à lire. Bon, là, l'idée, c'est que l'ordinateur ne sert plus à la structure, hein, c'est l'individu qui doit être au centre de l'ordinateur. Là, il s'agit de donner les moyens à l'individu de maîtriser son propre développement, les technologies. C'est basé sur, je l'indique là, une vision du monde et de l'individu qui est en rupture très très importante avec ce qu'on connaissait auparavant. Hein. Il s'agit de redonner le pouvoir à l'individu contre la machine, contre la bureaucratie, et d'une certaine façon, on va armer l'individu, d'où la cybernétique, hein, l'idée du cyborg, de l'homme-machine, hein, qui est un peu derrière tout ça. Bon, on va armer l'individu en lui donnant un ordinateur qui va lui permettre de développer toute une série de compétences en mathématiques, en calcul, et puis bientôt en écriture, enfin bref, tout ce qui est l'ordinateur que vous utilisez tous les jours, ne serait-ce que pour lire ce cours ou l'écouter. Bon. Et donc, c'est une rupture totale de point de vue, hein, bon, et qui s'explique en grande partie par la contre-culture américaine et californienne. Alors je vous cite DEC, parce que DEC était déjà dans une autre culture. Hein. Il y a des papiers marrants qui montre ce en quoi, par exemple, entre DEC et IBM, là on est dans les années 60, hein, donc on est juste avant la conférence d'Engelbart et la naissance de la micro-informatique qui sont les années 70. Hein, bon. On a donc DEC qui est une culture très universitaire, très jean et décontractée à côté du MIT, hein, puisqu'on est là dans la banlieue de Boston, hein, donc dans le Massachusetts, hein, sur la côte Est, bon, contre IBM où c'est du costard 3 pièces, une culture là très bureaucratique, un peu d'ailleurs comme les ingénieurs des télécoms, hein, qui sont eux aussi de cette culture-là. DEC donc fait le tournant, disons, de la contre-culture, et puis là l'arrivée en Californie du centre de gravité de tout ce qui se joue sur l'informatique au plein moment de la révolution de 68 qui en Californie aura lieu un peu auparavant, il y a 63, le Free Speech Movement à Berkeley, puis 67 pour ceux qui s'intéressent à cette époque-là, c'est le Summer of Love, hein, l'été de l'amour des beatniks et des hippies, qui va être donc à San Francisco. C'est San Francisco la capitale du mouvement beatnik et du mouvement hippie, et cette contre-culture-là va être au cœur du changement total de vision du monde des acteurs de l'Internet de l'époque. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour ce slide. Je vais maintenant vous présenter le troisième, là aussi rapidement, parce que vous avez beaucoup de références, et puis on se retrouvera pour le chat.